Bonjour à tous, eh bien, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur notre troisième titre de la collection Mission Prof personnalisée. Je savais que j'allais le faire, les apprentissages en anglais. Donc, je suis Marie Lucas, directrice éditoriale des langues vivantes chez Nathan, et je vous accueille donc avec Julie Plouvier, qui est l'auteur de ce merveilleux ouvrage. Quelques informations générales sur l'organisation. Donc, on va avoir une trentaine de minutes pour échanger, pour commencer la présentation de Julie et ensuite vos questions. Pour poser vos questions, vous avez accès dans le panneau de configuration à un onglet questions, donc vous pouvez nous envoyer vos questions via ce biais-là. Sachez également que si vous avez des problèmes de son, vous pouvez aussi nous envoyer un message pour qu'on essaye de vous aider. Et sachez enfin qu'il y a une présentation PowerPoint donc, qui est diffusée à l'écran. Donc, si vous êtes connecté en audio seul, vous ratez donc cette partie de présentation, mais vous recevrez dans les jours qui viennent un email avec le replay complet du webinaire. Donc, vous pourrez comme ça visualiser l'ensemble de l'intervention. Voilà, bah, écoutez, je vois que ça se connecte, ça continue à se connecter. Je vais laisser la parole à Julie et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon ouvrage qui est le fruit d'une réflexion menée depuis que je suis enseignante, c'est-à-dire depuis 2017. J'ai commencé en tant que TZR dans le 35 en Ille-et-Vilaine. Avec sur 2 établissements, avec des classes bien chargées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et je suis maintenant, depuis 5 ans, professeure détachée à Madagascar, dans un collège homologué d'enseignement français. Mon constat, aussi bien en France qu'à Madagascar, c'était de constater donc que dans nos classes, il y a une très grande hétérogénéité et que des élèves sont parfois d'un niveau B1, B2 au collège, alors que d'autres peinent à se présenter ou à dire simplement leur prénom. Et donc, que faire vis-à-vis de tout ça? Comment faire pour que tous les élèves progressent, peu importe leur niveau de départ? Et donc, je me suis un petit peu renseignée. J'ai rencontré par le biais de ses ouvrages et de ses travaux Sylvain Connac. Et par Sylvain Connac, les pédagogies coopératives, notamment les pédagogies freinées. Et j'ai essayé de transposer tout ça dans mes classes, tout en ayant l'appui, enfin, du moins par le biais de lecture encore, de collègues professeurs des écoles qui partagent très généreusement leur travail et tout cela m'a amené à me renseigner sur le plan de travail et après les ceintures de compétences. Et donc pour reprendre ce que je disais tout de suite à l'instant, le constat de départ, donc cette hétérogénéité qui est la norme aujourd'hui, qui est devenue une réalité incontournable. Comment faire, comment faire pour permettre à chaque élève de progresser selon ses besoins et ses capacités et atteindre sa zone proximale de développement tout en s'inscrivant dans une dynamique de groupe? Alors, je parle de zone proximale de développement. J'ai validé un DU en sciences cognitives liées à l'éducation l'année dernière. Et en fait, j'ai pu aussi découvrir d'autres concepts liés à tout ce qui se passe dans le cerveau, la maturité du cerveau, la mémorisation, l'attention, la concentration. Et donc, j'ai pu faire une sorte de mix entre ce que je connais de la coopération aujourd'hui et les apports des sciences cognitives. Tout cela se retrouve dans le livre que je présente aujourd'hui. Donc, la zone proximale de développement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la zone d'apprentissage dans laquelle l'élève peut construire de nouveaux apprentissages basés sur les anciens et sans l'aide de l'adulte. C'est la zone idéale pour apprendre. A contrario, les deux autres, les zones extrêmes, la zone d'ennui où là, pour l'élève, c'est beaucoup trop facile, il connaît peut-être déjà les notions et là, il y a un risque de désengagement. Et de l'autre côté, la zone de panique où là, la tâche d'apprentissage est vraiment trop difficile et là, il y a un risque de décrochage.
Donc là, ici, je m'appuie sur les travaux de Joël Proust, qui est membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui a écrit sur la métacognition. Beaucoup de ses travaux sont en ligne si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Alors, donc, un outil pour atteindre cette zone proximale de développement, c'est le plan de travail. Qu'est-ce que c'est? Donc, le plan de travail, voici un exemple. Ici, c'est un plan de travail que j'ai réalisé sur Canva. J'en ai aussi fait sur Word, hein, donc ce n'est pas la peine non plus d'être un pro d'ETIS. On peut tout à fait construire un plan de travail très joli et fonctionnel sur Word. C'est un document qui est personnel pour une période donnée, hein. On voit ici en haut à droite le nom, le prénom de l'élève et la durée en haut à gauche déterminée par l'enseignant. Il permet à l'élève de choisir l'ordre, le rythme et le type d'activité. Donc, par exemple, les activités obligatoires qui correspondent aux activités d'une séquence traditionnelle et aux attendus institutionnels. Les projets personnels, plutôt dans la tradition freinée, mais je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et les ceintures de compétences. Et enfin, on voit aussi à droite du document, il propose un moment d'analyse et de bilan qui peut se réaliser en fin de séquence, mais aussi tout au long du plan de travail. Le plan de travail n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il date d'environ, des années 1910, où il a été mis en place par plusieurs pédagogues. Donc, aux États-Unis par Hélène Parker, c'est Carlton Washburn, et en France par Célestin Freinet, qui en fait ont développé une pédagogie où l'élève peut réaliser les activités à son rythme, avec l'aide de l'enseignant ou de ses pairs. Par le biais aussi d'activités avec des fichiers autocorrectifs et dans un climat d'entraide. Donc, si vous êtes curieux, je vous propose d'aller lire leur biographie. C'est vraiment très intéressant. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment Célestin Freinet et son épouse Élise qui ont été une grande source d'inspiration dans ma pratique et qui le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs. Alors, les objectifs du plan de travail. Donc, le plan de travail poursuit plusieurs objectifs essentiels. Tout d'abord, personnaliser les apprentissages. Ce sont des objectifs, donc on donne des objectifs personnalisés à l'élève. Donc, chaque élève n'aura pas les mêmes objectifs d'apprentissage. Chacun avance à son rythme selon ses besoins. Et ce qui évite, du coup, l'ennui ou le découragement, puisque l'élève reste dans sa zone proximale de développement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il favorise l'autonomie et la responsabilisation, car l'élève choisit, planifie son travail, il s'organise, et l'élève aussi apprend à faire seul, tout en ayant l'appui du collectif. Le plan de travail développe la coopération, car la coopération, il nécessite en réalité la coopération pour fonctionner, mais du coup, cette compétence se développe. Avec une vraie culture de l'entraide qui se développe et un apprentissage horizontal, c'est-à-dire que chacun peut aider ou être aidé. C'est ce qu'on appelle la réciprocité de la coopération, la réciprocité de l'aide. Il permet de développer des compétences psychosociales, donc par exemple des compétences cognitives telles que la pensée critique, la capacité d'auto-évaluation positive à atteindre ses buts, les compétences sociales par les échanges entre pairs, par l'aide par exemple de l'aide ou du tutorat, le développement de l'empathie, à développer des liens sociaux, à communiquer de manière constructive. Et enfin, les compétences émotionnelles telles que la régulation des émotions, la gestion du stress, la confiance en soi, la persévérance face à l'échec ou face aux difficultés par exemple. Et enfin, il permet des moments de bilan et de développer la métacognition, c'est-à-dire que l'élève apprend à se regarder apprendre, à évaluer son engagement et son engagement, ses progrès, ses choix et à développer des stratégies qui lui permettent de modifier des comportements ou des postures qui ne seraient pas adéquates. De quoi est composé le plan de travail? On l'a vu un tout petit peu tout à l'heure, donc je vais reprendre un petit peu les éléments les uns après les autres. Tout d'abord, les activités obligatoires, ce sont les compétences à acquérir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une séquence traditionnelle telle que nous
enseignants de langue, nous les formulons avec les différentes activités langagières. Il y a également les projets personnels dans la tradition freinée qui visent à développer la créativité de l'élève tout en développant les compétences communicationnelles par le biais du texte libre, de l'exposé, de la lecture ou de la recherche. Il y a aussi les entraînements et les validations des ceintures de compétences. Donc, dans cette partie, l'élève choisit la ou les ceintures qu'il a envie de passer ainsi que la couleur. Et enfin, la partie bilan, où là, l'élève fait un bilan de la période passée. Est-ce qu'il a coopéré? Est-ce qu'il a été aidé? Est-ce qu'il a su aider? Est-ce qu'il a été engagé dans ses apprentissages? Est-ce qu'il est allé au bout de son plan de travail? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Il y a aussi une partie sur les degrés d'autonomie. Donc là, c'est l'enseignant qui va faire le point. Est-ce que l'élève a été complètement autonome, c'est-à-dire que les activités que l'élève avait planifiées ont été terminées. Dans ces cas-là, eh bien, le contrat est rempli. Est-ce que l'élève a plutôt besoin d'un suivi, c'est-à-dire que eh bien, toutes ces activités à faire en même temps ou alors dans un ordre précis, l'élève est un peu perdu et nécessite l'aide de l'enseignant qui va organiser pour lui, ou du moins aider à s'organiser. Et entre deux, on a le guidage, c'est-à-dire que l'élève arrive à planifier son travail, mais encore besoin d'un petit coup de main de la part de l'enseignant. Et notamment aussi au niveau des déplacements ou la manière dont enfin le choix de la place que l'élève s'attribue. Si l'élève n'arrive pas à s'autogérer, eh bien l'enseignant peut lui dire bah non, là à cet endroit-là avec les copains tu n'arrives pas à travailler, dans ces cas-là je te change de place. En ce qui concerne maintenant les ceintures de compétences, donc le second pilier de cette organisation coopérative, ce sont les ceintures de compétences. Elles sont inspirées de la philosophie du judo et donc de son pilier, Jigoro Kano. Elles ont été adaptées à l'école par le pédagogue Fernand Houry, qui est un des fondateurs avec son frère Jean de la pédagogie institutionnelle. Chaque couleur représente un niveau de maîtrise. L'élève choisit les ceintures à préparer et ce choix est validé par l'enseignant, évidemment. Il y a une validation de cette ceinture avec la possibilité de recommencer si jamais il y a un échec. Et donc, en fait, ces ceintures de compétences sont engageantes dans le sens où l'élève sait où il en est. C'est lui qui demande à être évalué et il sait le chemin qui lui reste à parcourir. Donc, c'est très concret, très visuel et engageant au niveau de la motivation puisque l'élève peut recommencer. On en parlera tout à l'heure. On peut évaluer ces ceintures de compétences avec Pronote, puisque c'est vrai que nous, au collège, eh bien, il faut rentrer ou des compétences ou des notes. Et ça, c'est tout à fait possible avec les ceintures. En fait, ce sera à l'enseignant de décider la valeur d'une ceinture. Il n'y a pas d'échelle déterminée, déterminante. Tout dépend du contexte de la classe, tout dépend de l'enseignant aussi. Donc, on peut, par exemple, penser que une ceinture verte en début d'année de quatrième est l'attendue. Si jamais l'élève valide une ceinture orange, alors dans Pronote, on peut se dire, puisque l'attendu c'est la vert et la vert peut correspondre aux objectifs atteints, donc par exemple un vert foncé ou un vin, eh bien une ceinture orange sera un vert clair ou un 16 par exemple. Donc on peut tout à fait convertir une couleur de ceinture en note selon un schéma qui sera clair et précis et pour les élèves et pour les familles. Donc, dans cette pédagogie coopérative, il y a bien sûr des temps d'articulation. Alors, des moments d'articulation entre les temps collectifs et individualisés. L'élève ne se retrouve pas autonome devant sa fiche sans l'aide de l'enseignant. Les temps collectifs sont très présents, ils restent très présents, notamment au moment des rituels, de l'explication des consignes, au moment de la leçon, puisque nous, eh bien, effectivement, il y a des leçons, le prétérit, les propositions subordonnées relatives, la voix passive et que sais-je. Eh bien, l'enseignant délivre sa leçon, puisque l'enseignant est le sachant, bien sûr, de la même manière qu'en pédagogie plus classique. Les temps collectifs sont aussi présents lors des exposés des élèves et lors des bilans dont les élèves raffolent. Ils aiment beaucoup
qu'on leur demande alors comment ça se passe, comment ça va, et ça permet aussi d'avoir un climat de classe serein. Pendant les temps individualisés, ce sont les moments où les élèves travaillent sur leur projet personnel, donc par exemple un texte, une présentation, une lecture, sur les activités obligatoires de la séquence et également sur les entraînements et les passages de ceinture. Donc ces temps individualisés peuvent être individuels, c'est-à-dire l'élève travaille seul, ou collectif, travaille en groupe ou travaille en binôme. Le travail entrepris en classe se poursuit à la maison dans la mesure du possible. Et donc, l'élève peut planifier le travail. Donc, par exemple, voilà, ce que j'ai pas terminé aujourd'hui en classe, je le poursuis à la maison. Ça, c'est évidemment tout à fait possible. Ça dépendra aussi du contexte personnel et familial de l'élève. Et dans Pronote, c'est très pratique, puisque dans Pronote, on va noter uniquement continuer les activités du plan de travail. Voilà. Et pareil, le cahier de texte, c'est très facile, suite des activités du plan de travail. Donc moi, je copie-colle tous les jours et je mets cette formulation. Bien sûr, j'ajoute quand on a fait la leçon, quand quelque chose sort un peu de l'ordinaire, mais sinon, c'est vraiment très, très pratique et c'est un gain de temps assez inestimable. Les bénéfices pour les élèves de cette pédagogie, tout d'abord, une autonomie renforcée. Ils apprennent ou ils réapprennent à travailler, à être autonomes dans la manière de travailler. C'est très motivant puisqu'ils peuvent choisir et c'est aussi une sorte de défi personnel parce que ils se donnent des objectifs qu'ils souhaitent atteindre et donc ils mettent en œuvre ce qu'il faut pour les atteindre. Cela réduit aussi le stress grâce à la boucle évaluative. Donc ici, on a le schéma qu'on peut retrouver dans les travaux de Sylvain Connac. Et la boucle évaluative, en fait, c'est quand on a une notion qu'on vient d'apprendre ou une notion ou des stratégies ou voilà, on s'entraîne. On demande à passer la ceinture. D'abord, l'enseignant vérifie l'entraînement. Est-ce que l'élève est prêt à passer la ceinture? Oui. L'élève passe la ceinture. Quelques items n'ont pas été réussis. L'élève retravaille sur les items non réussis, seul ou en binôme avec l'aide du tutorat. Et une fois qu'il est prêt, peut repasser la ceinture. Et ainsi, l'élève peut monter en compétence par cette boucle-là, qui est vraiment réductrice de stress puisque l'évaluation est réitérable. Cela favorise la mémorisation, une mémorisation qui est durable, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas pour l'évaluation, pour le contrôle ou pour la note, on apprend pour soi et on apprend donc dans un but de maîtrise et non de performance. Cela renforce l'estime de soi et par cela même, on lutte ainsi contre la résignation apprise, c'est-à-dire de toute façon, moi, je suis nulle en anglais, ce sera toujours comme ça. De toute façon, j'ai eu 8 à mon contrôle, c'est fini pour moi. Eh bien non, puisque comme on essaie d'atteindre la zone proximale de développement de l'élève, cette zone où il peut progresser à son rythme, eh bien, les ceintures permettent et le plan de travail permettent de focaliser sur les réussites, si minimes qu'elles soient. Et donc, on garde la trace des réussites et non des échecs passés. Cela permet aussi un climat de classe bienveillant et coopératif par l'entraide et le tutorat, pas de stigmatisation, on est tous dans la même équipe. Et de développer également des compétences transversales, par exemple celles de planification, d'auto-évaluation, de communication entre élèves. Et ça, ce sont des compétences que l'on retrouve dans toutes les disciplines. Alors, la manière dont sont préparées ces ceintures, donc elles sont donc les descripteurs, il y a 7 ceintures par activité langagière. Du niveau pré-A1, donc on peut imaginer le cycle 3, enseignement à peu près, jusqu'au niveau B1, alors seconde dans les anciens programmes, parce que maintenant c'est plutôt B1+, mais voilà, ça couvre à peu près tout le collège, cycle 3 jusque seconde. Chaque descripteur a été réfléchi et rédigé en croisant les versions de 2000 et de 2022 du CECRL, hein, 2 bouquins de 250 pages, hein, et ce qui permet d'ailleurs de pouvoir utiliser les ceintures en dehors des programmes, puisque là, dans les nouveaux programmes, on change les niveaux à atteindre selon les classes, et bien les ceintures sont décrochées
des programmes puisqu'elles répondent plutôt aux descripteurs du CECRL. Voici un exemple de ceinture en compréhension orale. Donc, on voit bien entre l'entraînement et l'évaluation que les activités suivent le même schéma. Donc, bien là, si vous souhaitez un petit peu décortiquer tout ça, je vous propose d'aller feuilleter la version disponible en ligne où il y a quelques exemples de ceintures pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi cela correspond. Donc ici, on a une CO, une ceinture en compréhension écrite, une ceinture marron, l'entraînement et l'évaluation qui suit exactement le même modèle, ce qui fait que l'élève, quand il se retrouve devant la ceinture, est tout à fait en confiance, il a une charge cognitive bien réduite. Néanmoins, le contenu de la ceinture est inédit, évidemment. Ici, une ceinture en expression écrite en orange. Et là, vous voyez que on a ajouté des mémos qui permettent à l'enseignant, enfin qui permettent à l'élève de travailler en autonomie et à l'enseignant de ne pas aller retrouver des leçons dans le disque dur. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai mon élève de troisième qui lui est plutôt ceinture orange, un petit peu fragile en termes de compétences. Et bien là, vous allez voir que les mémos en vocabulaire, en grammaire, aident directement l'élève et peuvent lui permettre de se plonger dans l'entraînement en toute autonomie. Ici, une ceinture, voilà, la ceinture, hein, l'évaluation qui est sur le même modèle que l'entraînement. Dans le livre, vous trouverez aussi des fiches méthodes que vous pouvez photocopier et donner à vos élèves. Donc, par exemple, ici, on a lire et comprendre un texte. On a aussi écouter et comprendre un document audio. On a une carte mentale pour réaliser une expression écrite. Il y a aussi une fiche sur comment analyser une image. Enfin, voilà, vous voyez, c'est quelque chose de très complet. Et maintenant, parlons du rôle de l'enseignant quand même hein, dans toute cette pédagogie coopérative. Où se trouve l'enseignant, mais et que fait-il? Alors d'abord, l'enseignant, il est guide et facilitateur. Il observe, propose, accompagne et ajuste. Et il adopte bien sûr une posture bienveillante et exigeante, hein, ce que on fait tous en fait dans nos classes déjà. Hein, donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Et là, ici, je vous ai mis les postures de l'enseignant pour ceux qui connaissent peut-être de Dominique Bucheton, qui a écrit à ce sujet 5 postures enseignantes et celle-ci, c'est celle de l'accompagnateur. On voit que l'enseignant est un petit peu en retrait, qu'il permet de débloquer l'élève, mais que l'élève reste en situation d'action. Et donc, on voit dans la dernière vignette que certains travaillent à une tâche, d'autres sur d'autres tâches, et l'enseignant est en position d'observation pour aider l'élève qui serait bloqué. Alors, dans la vraie vie, ces moments-là arrivent, mais ils sont pas très nombreux, hein, parce qu'on est beaucoup sollicité par les élèves pour valider, par exemple, une activité, pour donner une explication supplémentaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour justement pas être submergé par les demandes des élèves, surtout au départ quand ils ne connaissent pas comment se fonctionne un plan de travail, eh bien l'idée c'est de déléguer et de dire aux élèves, eh bien peut-être que dans la classe quelqu'un connaît déjà la réponse, quelqu'un peut te débloquer, donc tu viens me voir au moment où vraiment tu n'as pas réussi à trouver une réponse satisfaisante. Et ça permet à l'enseignant de se débloquer du temps, de trouver du temps pour aider les élèves qui en ont réellement besoin. Alors, les conditions de réussite, hein, maintenant, pour mettre en place cette pédagogie, tout d'abord, il faut un apprentissage de la coopération. C'est-à-dire que les élèves ne savent pas coopérer tout de suite en début d'année. Et ça passe par des jeux coopératifs, par exemple la charte de l'entraide. Sylvain Connac en parle beaucoup dans un de ses ouvrages, notamment le plan de travail. Hein. Oui, c'est ça. Il a des fiches. Enfin, c'est vraiment un ouvrage très très utile. Avoir des règles de vie de classe qui soient claires et non négociables pour que le cadre soit connu de tous. Proposer des consignes explicites pour aider justement des incompréhensions de la part des élèves et des interrogations envers l'enseignant qui seraient très fréquentes. Permettre un temps d'adaptation.
les élèves ont oublié depuis le cycle 1, cycle 2, et même cycle 3, cette autonomie, cette liberté de déplacement, le fait de pouvoir discuter pour travailler. Alors qu'en fait, ils sont super forts quand ils sont en maternelle, hein. Eh bien, il faut leur réapprendre un peu tout ça. Et généralement, ça prend quelques semaines. Généralement, dans mes classes, c'est un plan de travail. Donc, c'est normal que ça fonctionne pas tout de suite. Il faut juste leur laisser un temps d'appropriation du dispositif. Et enfin, alors, une organisation matérielle cohérente. Alors, on peut se dire, mais oui, mais moi, je suis TZR, j'ai cette classe. Alors, moi, ça m'est arrivé. J'ai commencé comme ça, hein, TZR, 7 ou 8 classes, une classe en une classe en autobus, une classe en îlot, une classe en techno. Enfin, j'ai eu vraiment toutes les configurations possibles. Eh bien, ça fonctionne. Dans ces cas-là, on peut demander de l'aide aux élèves en disant, voilà, les élèves, je voudrais une configuration qui permette ça, ça, ça. Que proposez-vous? Et ils sont pleins de ressources. Ils peuvent vous donner vraiment plein d'idées. En plus, ça va être très motivant pour eux. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes comme moi et moi, je serai TZR à la rentrée, ça y est. Donc, demandez l'aide aux élèves. Ils vont savoir très bien, ils vont trouver des astuces pour avoir un agencement cohérent et pertinent. Et enfin, accepter de se mettre en retrait et de ne pas vouloir contrôler, c'est-à-dire mes 5 minutes comme ça, puis après j'ai 10 minutes de compréhension écrite et après j'ai 15 minutes. Eh bien, ça permet à l'élève de pouvoir être autonome et de se lancer véritablement dans les pédagogies coopératives. Donc là, ici, je propose dans le livre une idée de jeu coopératif que je mène dans toutes mes classes, hein, de la 6e à la 3e, et qu'on peut transférer au lycée, hein. Ça fait pas de mal de réviser les chiffres de 1 à 100 et qui fonctionne très bien. Et aussi une idée de carte d'entraide qu'on peut co-construire avec les élèves en début d'année. Quelles sont les postures quand on aide et quand on est aidé. Ce que cela change dans la classe, alors, est-ce qu'il y a plus de bavardage? Non. Par contre, il y a plus d'engagement. Et d'ailleurs, pour les bavardages, il y a un outil qui est très intéressant, ce sont les feux tricolores, où on peut limiter et puis moduler le son de la classe, c'est-à-dire rouge, silence total, jaune, on chuchote, et vert, on peut parler librement. Donc, pas plus de bavardage, mais un engagement plus actif. Est-ce qu'on a moins d'autorité en tant qu'enseignant? Non. Par contre, on a plus de confiance. Les élèves vous suivent en fait dans cette pédagogie les yeux fermés et c'est très gratifiant pour l'enseignant. Est-ce que l'enseignant maîtrise moins sa classe? Non. Au contraire, il y a plus de co-construction, j'en parlais tout à l'heure. Et est-ce que l'enseignant a moins de travail ou plus de travail? Eh bien non, pas plus de travail. On pourrait penser c'est un travail énorme. Eh bien non, c'est juste une organisation différente. Et je dirais même que le travail est beaucoup plus léger, plus serein et moins répétitif. Vous comprenez un petit peu mon enthousiasme. Bon, je vais arrêter là parce que je crois que le temps est terminé, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors la conclusion, ce ne sont pas évidemment hein, des outils parfaits, magiques, hein, pas du tout. Mais, alors, juste, je ne vois plus trop mon écran, j'ai perdu ma souris. Alors, ce ne sont pas des outils magiques, mais ils donnent du sens et de la motivation. Ils soutiennent la différenciation sans stigmatiser. Là, je vois plus du tout mon écran. Alors, je sais pas ce qui est écrit. Attends, Marie, je sais pas si tu peux prendre le relais. Oui, je suis là. Il favorise un cadre souple mais structuré. Tu veux que je te souffle? Ah, ça y est. Voilà. Il soutient la différenciation sans stigmatiser et surtout, il restaure le plaisir d'apprendre. Et ça, c'est concret et les élèves le manifestent régulièrement, même en conseil de classe, hein. Vous verrez, ah, mais on aimerait bien faire comme en anglais en SPC ou en SBT. Bon, alors c'est vrai que des fois que les collègues, ils sont pas trop contents d'entendre ça, mais en même temps, voilà, il y a un vrai engouement de la part des élèves. Je m'arrête, j'arrête de parler. Merci Julie.
C'était c'était extrêmement intéressant. Donc, juste pour vous dire, avant de prendre vos questions, je laisse Julie reprendre son souffle, que vous voyez à l'écran, que c'est donc le troisième titre de cette collection. Donc, je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à aller consulter les autres qui sont sur d'autres modalités, mais sont aussi intéressants. On vous a mis également le lien vers le site de la collection et le lien vers la page Facebook de Julie, sur laquelle elle partage des éléments sur sa pratique et où elle échange avec un certain nombre d'enseignants. Voilà pour la petite conclusion. Et donc, je passe à vos questions qui sont nombreuses. Donc, je vais essayer de sélectionner au mieux. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à tout, comme je le disais en introduction, on vous fera des réponses par mail par la suite. Alors, première question, Julie. Que faites-vous si l'élève choisit uniquement des ceintures d'un niveau bas pour être sûr de réussir sans prise de risque? Ok. Alors en fait, les ceintures, elles sont validées par l'enseignant. Donc ça demande une connaissance de son élève. Alors en début d'année, quand on connaît pas ses classes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On peut proposer un texte libre tout de suite en début d'année, la deuxième heure de cours par exemple. Là, ça nous donne déjà une petite idée de ce que l'élève peut produire. On fait un plan de travail zéro où on n'a pas de tâche finale évaluée, rien, pour connaître un petit peu les élèves. Et une fois qu'on les connaît un petit peu, on va lui proposer une ceinture supérieure en lui disant, bah, écoute, ça, je pense que tu as déjà les compétences. L'idée, c'est de progresser et d'arriver, in fine, à la ceinture noire. Donc, eh bien, je te propose plutôt une ceinture verte, une ceinture bleue. Qu'en penses-tu? Et généralement, l'élève ne refuse pas, hein, ça c'est sûr, hein. Et au Hmm. contraire, il est valorisé. Ah bah oui, je peux faire plus. Super, allez, allons-y. Merci beaucoup. Alors, deuxième question, comment faites-vous pour gérer les plans de travail avec 29 élèves? À 20, ça me semblait gérable, mais à 29-30, je ne vois pas comment empêcher que certains se tournent les pouces. Alors, donc moi j'ai fait 30, 30 j'ai 30 plans de travail TZR sur 2 établissements et 8 salles, hein. Donc, ça demande, en fait, ça demande une organisation au sein de la classe. Et en fait, comme l'élève est responsabilisé puisqu'il doit atteindre son objectif, il n'y a pas vraiment la place pour se tourner les coudes. Ça arrivera quand même, hein, comme je disais, c'est pas magique, mais ça réduit l'inaction puisque l'élève travaille dans sa zone proximale de développement. Donc là où on a envie de se tourner les pouces, c'est peut-être parce qu'on s'ennuie, parce que c'est trop difficile, ou c'est trop facile d'ailleurs. Et là, du coup, il y a vraiment un défi et il y a une motivation qui est intrinsèque. C'est-à-dire, je le fais pour moi, pas pour ma famille, pas pour mes parents, pas pour la note, pas pour l'enseignant, mais pour moi, pour monter en compétence. Et ça, c'est un discours aussi qui est très important de la part de l'enseignant. C'est-à-dire que dans les premiers temps de formation à la coopération et à l'autonomie, eh bien, insister sur le fait que l'anglais, ça va servir plus tard et que c'est pas juste une matière qui est au programme, ça change énormément de choses. Donc ça, avec un discours appuyant cette pédagogie, c'est plus rare que l'élève tente de ne rien faire. De ne Mais rien faire. Oui, ça arrive mais quand comme même, hein. finalement, comme dans une classe gérée de manière plus classique, j'imagine il peut y avoir aussi des élèves qui ne feront rien. Tout à fait. Alors, du coup, combien d'heures à minima et à maxima pour une séquence? Ok, alors ça, en Euh, fait, ça dépend des collègues, hein. Ah, tu as fini la question, Marie? Excuse-moi, je oui, t'ai c'est coupé. fini, pardon, parce que je ne voyais pas le Oui. dernier mot, mais le dernier mot, c'est merci. Donc, D'accord. Ok. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de temps donné. En fait, c'est comme exactement pour une séquence classique. Des collègues font 7 séquences par an, d'autres collègues en font beaucoup moins. Moi, je suis une des collègues qui font traîner parce que je n'arrive pas à faire court et c'est mon objectif. Chaque année, c'est mon objectif d'en faire plus. Donc en fait, ça dépend des objectifs que l'enseignant se pose en début de séquence. En fait, la préparation, elle est exactement pareille qu'une séquence traditionnelle. On va se donner des objectifs linguistiques, pragmatiques, lexico-grammaticaux, phonologiques. Combien d'objectifs on se met, combien d'activités on se met, et en fonction, ça donnera une séquence plus ou moins longue. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 4, 7. oui, Ça dépend c'est-à-dire que de c'est un chacun. mode d'organisation de la séquence, mais ça n'a pas d'incidence sur la durée. Enfin, ça dépend de chacun d'entre vous, en Aucun. fait. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez toute l'année, toutes les séquences sur la base d'un plan de travail? Oui, oui, tout à Pour fait. toutes les classes? Ouais, Oui, toutes les voilà. classes. Ouais.
Alors, s'il y a des moments de leçon et de mise en commun, quand les caler? Les élèves doivent-ils avoir terminé certaines choses avant certaines dates? Non, pas du tout. En fait, les élèves doivent terminer le plan de travail pour une date précise. Donc ça, Mmh, c'est dans l'agenda, c'est calé dès le départ. Maintenant, pour les leçons, par exemple, quand on veut introduire une leçon, on va l'introduire en même temps pour tout le monde, parce que sinon, va répéter 15 fois la même chose, 30 fois la même chose, c'est pas possible. Donc, par exemple, on peut décider d'introduire la leçon, on lance la séquence, l'élève en est à son deuxième activité, par exemple. Moi, j'aime bien commencer par des mots mêlés. En fait, c'est très ludique et ce sont des mots mêlés que moi je crée et avec du vocabulaire à venir de la séquence. Donc déjà, ça permet aux élèves de repérer du vocabulaire qu'ils vont retrouver dans les documents suivants. Et donc, je peux décider, bon, bah voilà, aujourd'hui, c'est la leçon sur, je sais pas, le prétérit, par exemple. On l'a fait tous en même temps. Ça veut dire que les activités qu'ils étaient en train de faire ou qu'ils avaient fait, c'est en pause le temps de la leçon et de l'entraînement, puisqu'on fait la leçon qui est immédiatement suivie de manipulation ou d'entraînement. Et une fois que l'entraînement est donné, et ben ça y est, on repart, les élèves repartent sur leur emploi du temps classique, leur organisation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour chaque activité, il y a un fichier autocorrectif. C'est-à-dire que quand l'élève a terminé, il me demande le fichier autocorrectif, il fait son autocorrection et il vient me montrer sa correction à la table d'appui, c'est-à-dire au bureau là où je me trouve en fait. Tout ça, c'est la table d'appui, toute cette organisation est reprise dans le livre qui était de explicité dans le manière livre, tout à très, fait. très, très Mmh, détaillée, hein, oui. ouais, 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 tout à fait. J'ai 2 questions qui se recoupent sur la tâche finale, donc je te les pose en même temps. Les élèves Oui. peuvent-ils se lancer, dans la tâche finale sans avoir fait toutes les activités? Et la deuxième qui complète, c'est les élèves font-ils la tâche finale tous au même moment tout de même? Oui, alors non, les élèves ne se lancent pas dans la tâche finale tout de suite, impossible, puisque la tâche finale, pour pouvoir la réaliser, il faut être passé par les documents précédents, il faut qu'ils aient les notions, les connaissances culturelles, les compétences, donc Mmh, c'est impossible pour eux, ce sont des notions inédites, sauf quand on est sur du rebrassage, mais même comme ça, non, non. mmh. Et ensuite, la tâche finale, c'est tous en même temps, oui. C'est en fin de séquence, tous en même temps. Ça vraiment oui, c'est la dernière, séance de ton plan de travail, j'imagine? Exactement, c'est la dernière Voilà. séance exactement qui est mise dans l'agenda, qui est prévue. Attention, le plan de travail arrive à son terme, n'oubliez pas, la tâche finale a lieu. Je fais des petits rappels comme ça, 2 semaines avant, une semaine avant, pour pas que le jour J, ah ma madame, j'ai pas terminé. Le plan de travail n'est pas terminé, tant pis, c'est pas Mmh, fait, tant pis. Et donc, c'est dans le suivi. Le plan de travail prochain, tu as un degré d'autonomie un peu moins important. Et donc, je mmh, vais te suivre un peu plus ouais, pour gérer tes activités. Et tant pis. C'est pas fini, c'est mmh, tant pis. d'accord. Et 2 dernières questions, parce que je l'ai 2 fois celle-là. Que proposer aux élèves qui ont fait leur plan de travail avant les autres, donc les early finishers? Alors là, ce qui est super avec le plan de travail et les pédagogies freinées, c'est que on n'a jamais rien à faire. Donc, par exemple, un élève qui aurait validé 2 ceintures et qui aurait fait son texte libre, eh bien, on peut lui proposer de faire un exposé. Bah tiens, tu as fait Ouais. un super texte libre, veux-tu faire un exposé? Eh ben, ou alors une lecture qui est suivie d'une fiche de lecture, ou alors une recherche, ou alors dire bah voilà, tu as obtenu la ceinture orange, veux-tu passer la ceinture verte? Ou alors bah, es-tu disponible pour quelques minutes de tutorat pendant la séance? Il n'y a jamais rien à faire, jamais. Mmh. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je reverrai de toute façon, avec Julie, et Sinead le fichier des questions. Je vous remercie vraiment tous de votre attention. J'espère que vous avez, eu toutes les informations dont vous avez besoin et je vous invite donc à aller feuilleter le livre, sur le site. Merci à tous, très bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci.